retour dans cette émission, notre journal Dernier Virage, nous allons parler du projet du gouvernement sur les bails et les loyers. Ferdinand, ça veut dire que, bon, nous avons la semaine dernière écouté au Conseil des ministres un projet que le gouvernement élabore sur les bails et les loyers. Ça veut dire qu'on va donner des loyers gratuits au Togolais. Non, je pense que d'abord il faut saluer l'initiative. Il faut saluer le fait que finalement le gouvernement se réveille pour réguler un secteur aussi qui est marqué par l'anarchie. C'est le secteur de l'immobilier, du bail, des locations et tout ça. C'est un secteur qui est laissé à la merci des promoteurs, des géomètres, des agents immobiliers. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est un secteur aussi très rentable. Parce que les gens font les affaires dans l'immobilier et tout ça. Et donc c'est une bonne chose de vouloir réguler ce secteur-là. Donc ils ont dit au Conseil des ministres qu'ils vont plafonner, je crois, ils vont faire une réflexion pour plafonner, je ne sais pas, rappelle-moi un peu ce que c'est. Plafonner les prix des cautions. Les cautions. D'abord le délai. Le prix. Ouais. Et puis pour structurer mieux les prix du bail. Voilà, je pense que le plus grand problème qu'on a aujourd'hui à Lomé, c'est le problème je sais pas, non, il faut héberger les gens. Lomé est une ville qui joue un rôle de macrocéphalée, c'est une ville macrocéphalée. Tout le monde quitte l'intérieur pour arriver à Lomé parce que l'intérieur, il n'y a rien. Les villes de l'intérieur, je vous ai dit ça à plusieurs reprises, quand vous enlevez les services de l'administration, il n'y a rien. Vous enlevez les impôts, la gendarmerie, je ne sais pas, la police, l'OTR, tout ça là. Dans ces villes-là, il n'y a plus personne. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'activité en fait. Et donc, tout le monde veut venir à Lomé. Quelqu'un qui a raté un peu, qui n'a pas pu progresser dans les études, il vient à Lomé chez son frère pour voir s'il peut trouver un travail de docker. Une fille qui n'a pas pu évoluer vient à Lomé pour voir s'il peut trouver un travail de domestique. Donc, tout le monde arrive à Lomé. Du coup, il se pose un problème d'hébergement de tous ceux qui viennent dans la capitale. Naturellement, les bidonvilles poussent, les promoteurs immobiliers aussi construisent des maisons. S'il y a une classe aisée qui pointe un peu du bout des doigts, elle veut un hébergement assez décent. Et donc, ça provoque quoi? Ça provoque la spéculation et ça va dans tous les sens. Maintenant, le gouvernement dit qu'il faut réguler, il faut revoir tout ça. C'est vrai qu'au Togo, les locations reviennent très chères. Ça revient excessivement cher. Il faut le dire, ça revient un peu cher. Les taux fixés, les cautions qui sont fixées aussi sont trop élevées. Il faut donner 1 an. Parfois, des gens demandent 1 an, 8 mois, 10 mois. Mais ce n'est rien par rapport au Ghana. Mais le débat aussi au Ghana, il faut demander 2 ans. Et donc, là, ils veulent réguler tout ça. Bon, mais le problème n'est pas seulement dans la régulation. Le problème est aussi ailleurs. Le problème est ailleurs parce que s'il faut faire une régulation, il faut faire une régulation sur toute la ligne. Il faut faire une régulation du foncier, de l'accès au foncier. On voit comment est-ce que le terrain coûte très cher à Lomé et dans la périphérie de Lomé, où vous vous retrouvez avec un lot à 20 millions, 30 millions, 35 millions. Les gens n'ont plus peur de fixer les millions. Il faut réguler ça. Il faut réguler la vente des terrains secteur par secteur dans la ville. Il faut il faut revoir le prix des matériaux de construction. Nous avons 4 cimenteries, si je ne me trompe. Nous avons Simtogo, nous avons Wassem, nous avons Fortia. Fortia qui est une jonction, c'est un truc entre Simtogo et Wassem. Ils se sont entendus pour créer Fortia. Donc ils ont 50-50 en fait. Et nous avons maintenant, Dangote qui vient, qui n'a pas d'industrie ici, mais qui amène ses produits, qui est beaucoup plus à la recherche du CFA pour doper la monnaie du Nigeria qui a eu des problèmes. Nous avons Simco qui est en train de s'installer, les Burkinabés de Simfaso, qui sont en train de créer une cimenterie. Il est anormal, voire même révoltant,
que dans notre pays, où il y a les plus grands gisements de clinker, et que nous en donnons même au Ghana à travers ce fameux train qui passe 3 fois par semaine avec la pollution, c'est un pillage qui ne dit pas son nom. Et que nous, les Togolais, on achète le ciment à 60, 80... Combien? Actuellement, c'est 76 000. Voilà. Officieusement. Ouais, qu'on achète le ciment. Officiellement, c'est à 80 000. Ouais, qu'on achète le ciment à 80 000. Et quand vous posez la question au cimentier, ils vous disent, mais écoutez, nous, le prix à l'usine, le voilà. Mais tout le reste, c'est l'État qui met les taxes là-dessus. Ça revient à la problématique des billets d'avion. Vous voyez, vous achetez un billet d'avion à 200 000, et au bout du compte, l'État greffe jusqu'à 150 000 francs de taxes dessus. Au moins, John Doe vous dira que au moins 55%. Oui, 55%, c'est la taxe. Oui, des taxes sur les billets d'avion. Du coup, beaucoup de clients qui étaient au Togo, ils achètent les billets au Ghana, au Bénin, et ils ont 100 000 francs, 150 000 francs d'économie. Vous voyez. Donc, on se retrouve dans la même posture avec le ciment. Ce n'est pas normal. Donc, à un moment donné, il faut desserrer un peu le taux sur le ciment, surtout que c'est pour nous-mêmes. Ça ne vient pas de quelque part, c'est dans la terre qu'on creuse. C'est Abi Alpha qui a l'habitude de dire on ne peut pas creuser la terre, vendre et faire faillite. Donc, c'est à Tablibo là-bas, à Topé là-bas, dans toute cette zone qu'on enlève tout ça. Et on fait le ciment. Donc, on ne peut pas nous dire de payer le ciment à ce prix-là. Pendant que nous donnons beaucoup de clinker au Ghana, il y a une usine qui est juste là. Et le prix au Ghana est plus moins cher qu'au Togo. Ça n'a pas de sens. Donc, si l'État doit réguler le secteur, il faut voir le prix du ciment. Il faut voir le prix des terrains. Il faut voir maintenant le prix des matériaux. Le reste du matériel, c'est quoi? C'est le fer. Vous savez que dans la dernière période, jusqu'à la fin de l'année, les prix du fer ont augmenté de, je sais pas, de 30%. On a augmenté tous les prix sur toutes les catégories de fer. Les fers de 6, fer de 8, fer de 10, fer de 14. On a augmenté les prix de façon vertigineuse. Et on n'a rien expliqué aux gens. Qu'est-ce qui justifie l'augmentation du prix sur les fers? Alors, quand vous avez tout ça, et qu'un fonctionnaire ou un homme, un opérateur économique se débrouille pour investir autant d'argent pour construire une maison et pallier au défaut de logement que l'État, dont l'État est le responsable, parce que l'État est responsable du fait qu'on n'a pas construit les logements sociaux. On n'a pas construit les logements. Vous allez au Ghana, on construit à grande échelle les logements sociaux. Vous arrivez au Bénin, Talon est en train de le faire. Au Togo, la seule expérience qu'on a voulu faire, c'est le lycée Tajidé Gomé qui est devenu le logement des voleurs d'argent. On vend une villa à 75 millions. C'est là où les pétroliers de pétrole ghetto ont acheté les maisons. Donc, ce n'est pas les Togolais moyens qui vont acheter des maisons là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Quand vous prenez l'expérience des habitats à Lomé, premier habitat, collège protestant, de l'autre côté, c'est pas à tout coin, c'est le collège protestant de l'autre côté, dans la zone où Demkodjo vit, c'est le premier habitat. Le deuxième habitat, c'est juste là, là où il y a les radios victoires et tout ça. C'était des logements pas très grands, mais assez confortables, décents, 3 chambres, salon, mais bien organisés sur, je pense, des demi-lots qu'on avait vendus aux gens à l'époque à un coût raisonnable. Mais aujourd'hui, vous construisez une maison, une chambre salon, sur le site du lycée d'Aïdo Gomé là-bas, que vous cédez à 17 millions. Attendez, soyons sérieux. Le fonctionnaire qui gagne 100 000 francs par mois. C'est pas plus de 17 millions? Non, la chambre salon là, je pense que c'est 17 ou 20 millions, quelque chose comme ça. Sans compter les taxes, les formalités, etc. que tu vas faire. Oui, chambre salon. Vous imaginez ça? Alors, quel fonctionnaire togolais peut avoir accès à ça? Alors, quand l'État a failli à la politique des logements sociaux et que les privés se débrouillent, malgré le coût élevé des matériaux de production, de construire des maisons et de louer aux gens qui ont besoin de se loger. Si l'État veut réguler, il faut que l'État régule toute la ligne. Il ne suffit pas seulement de réguler le loyer, tout ça. Il faut réguler, il faut revoir le prix des terrains, il faut revoir le prix du ciment, il faut revoir le prix des fers, il faut revoir, il y a encore quel matériel, je ne sais pas. Oui, mais tout ce qui est... Il faut revoir tout. Il faut revoir tout ça. Oui, c'est ça qui va favoriser le boom dans l'immobilier pour que les gens puissent se loger décemment. Alors, je crains que si on ne prend pas tout ça en compte, les gens vont avoir des maisons qui vont refuser de louer et il y aura les populations qui n'auront pas où dormir. Il y a déjà des maisons à Lomé, plein de maisons à Lomé que les gens ne louent pas. Les gens ont construit, les gens ont gardé. Parce que vous louez une maison, pour la reprendre après, on la laisse dans un état tellement délabré qu'il faut investir encore de l'argent pour la mettre en état. Donc les gens préfèrent la garder comme ça.
Et vous savez aussi qu'il y a un système aujourd'hui à Lomé qui a pignon sur rue, c'est les appartements meublés, qui existent partout à Lomé aujourd'hui, qui font la concurrence aux hôtels. Et donc, il faut savoir prendre le problème dans toute sa globalité et le régler définitivement, plutôt que de prendre un pan du problème, de faire quoi qu'on veut le régler, mais on laisse le problème en entier. Merci beaucoup, Ferdinand. Oui, Joël. Non, mais il faut clairement appréhender que il y a une volonté de vice dans cette fameuse politique de régulation, d'organisation du secteur du logement. Parce que cette volonté a été déclarée il y a de cela au moins 6 ans, 7 ans, qu'on a annoncé. C'est là où on a commencé par mettre en place le ministère de la Ville. Ouais, c'est ça. Depuis les Mali. Quand Mali a quitté Mali, et puis après, la préfecture du Golfe. Il est devenu ministre. Etc. pour mieux. Après, il y a Kitem, je crois. Oh, il y a Kitem, etc. Bon, enfin, et c'est là, dans la foulée, qu'on a mis en place l'Ordre national des architectes. Tout cela pour dire qu'on va aller vers une politique où d'abord il y a des types de logements qu'il faut autoriser à construire dans un milieu donné, etc. Mais bon, comme ça n'arrange pas ceux qui raisonnent toujours ethnie et politique, ben, on a mis les pieds, on a mis les bâtons dans les roues de cette histoire. Où le ministre qui t'aime, quelle que soit sa bonne volonté, sa compétence, etc., il n'a pas pu, on l'a pas compris. Mais on a compris que cela va avec la politique de formalisation foncière. Parce que c'est eux qui sont aujourd'hui les plus grands acquéreurs de terrain. C'est eux qui construisent les maisons à louer. Mais comme ça ne les arrange pas, ça ne les arrangeait pas, ils ont fait traîner le projet de loi qui a dormi, qui a sommeillé au niveau du projet. Jusqu'à aujourd'hui, même sur la table du gouvernement, c'est toujours projet. C'est toujours projet. Ils n'ont pas encore pris une loi. Maintenant, on va prendre cette loi-là, on attend le décret d'application. Vous voyez? En fait, au final, on sent il faut que les populations enlèvent de la tête que cet État va venir en leur rescousse. Parce que, normalement, si on avait une réelle volonté, comme Ferdinand l'a dit, on doit agir sur toutes les chaînes. Mais Ferdinand parle du ciment, du fer. Mais parlons du sable. Le sable, voilà. Le sable, où est-ce qu'on va chercher aujourd'hui le sable? Avec tous les dégâts que cela entraîne aujourd'hui. Tous les dégâts. Ça veut dire que les 10 roues, tu l'as minimum à 90-95 000. Ça veut dire que c'est dans la proximité. Quand tu as et ça aussi, c'est une autre mafia. Oui, ça c'est une autre mafia. Ça, c'est carrément une avec mafia. Le ministère de Mines, tout ça, il y a les réseaux. C'est tout Même les mairies, les communes aussi. Les communes c'est une mafia. Vous imaginez, c'est pourquoi vous allez voir les maires qui se font des coups. On démet des gens à pied levé. Les tickets sont falsifiés. Pour aller dans ton sens, l'une des raisons pour laquelle, après le décès du maire de Agbodrafort, effectivement, et le nouveau maire, on a tout fait, il a tout fait pour récupérer la mairie. L'ancien maire et le maire de Anéo, qui est Alexis Sakeri-Bourou, étaient au tribunal. Pour une carrière qui n'est pas trop loin une carrière de sable qui n'est pas trop loin du péage. Avant le péage, il y a une carrière. Oui, il y a une carrière. Mais sur toute la ligne, jusqu'à Abatekopé. Voilà. Jusqu'à Abatekopé, du péage jusqu'à Abatekopé, jusqu'à arriver un peu dans le Copé, la c'est carrément. Il y avait un problème de délimitation entre les deux mairies. Effectivement. Délimitation territoriale. Et les deux mairies se sont retrouvées au tribunal. Et ils étaient en train de se bagarrer pour le contrôle de cette carrière-là quand l'autre est décédé. Donc vous comprenez la raison pour laquelle UNIR a tout fait pour arracher cette mairie, Mali Militari, et que les autres n'ont fait du feu. Et quand vous allez même, vous savez que dans toutes les communes aujourd'hui, vous allez dans le Zion 1, le Zion 2, etc. C'est des problèmes, c'est le problème du sable. Et du gravier. Des carrés du sable et du gravier est tel que on se fait chaque fois. C'est-à-dire les maires ne passent pas des nuits paisibles. Il faut rester chaque fois aux aguets parce qu'on va te découvrir. Oui, mais pendant que vous sucrez sur ces éléments qui constituent des intrants pour le logis, pendant qu'on sait que le Togolais, quand la première activité de source de revenus, il pense au logis.
Alors, normalement, il doit y avoir une politique sociale. C'est comme par exemple au Sénégal. L'État sénégalais sait que le plat, l'essentiel, le plat de base pour le Sénégalais, c'est le riz. Ouais. Donc l'État a fortement subventionné le riz. Ouais. Au point que, ne serait-ce que pour trouver ce que tu vas manger, enfin, ce plat de base, tu n'as pas à te souiller. Hein? Ils ont subventionné le riz, ils ont subventionné le sucre. Ouais. Parce que le Sénégalais consomme abondamment le sucre. Et je crois que même il y a les thés aussi qui sont parce que c'est dans leur culture. Ouais. Alors pour le Togolais, qu'est-ce qu'il aime? C'est le logis. On devrait normalement mettre en place une politique où on subventionne suffisamment. Mais quand vous voyez même sur la grille salariale des gens, c'est pas dans tous les services. C'est rare même de trouver les primes de logement. Ouais. Qu'est-ce que l'État paye aujourd'hui comme prime de logement? Or, le salaire moyen du Togolais, c'est au mieux, environ 120 000 euros pour un cadre A1. Il est autour de 120 000, 130 000. Déjà, tu dépenses, quand tu es à 130 000, tu es marié, environ 2 enfants, donc ça veut dire que tu dois vivre au moins dans 2 chambres salon, parce que la famille aussi, il y a forcément un cousin qu'on t'affecte, avec qui tu dois vivre, tu es dans 2 chambres salon, donc ça veut dire que le 2 chambres salon aujourd'hui, la moyenne c'est 45 000, 50 000. Oui, c'est ça. Minimum 80 même. Voilà. Dans certaines zones. Moi, je prends le minimum. Ouais, 80 alors ça veut dire que ça absorbe déjà la moitié de ton salaire. L'autre poste de dépense, c'est les transports. Ouais. Quel que soit ce qu'on a fait, ou mettre les bus, Sotral, etc., ça ne répond pas à l'attente. Parce que nos rues, par exemple, la route d'Ajido Gomé, qu'on devait élargir depuis, on ne l'a pas fait. Alors tu mets environ 1h30 avant d'arriver au boulot, donc tu ne peux pas te contenter. Les Sotral, même déjà, avant de que ça quitte CB, c'est plein, c'est bondé. Pour arriver au niveau de rond-point, c'est la Chine populaire. Donc, il faut le coût du transport, maintenant le coût de la communication. Sans compter l'électricité. Joël. C'est-à-dire que le salaire est déjà parti. Joël. Consommé à 50% par le logis. Je vais laisser. Joël, parlant du transport, non, il faut que tu n'oublies pas, parlant du transport, quand nous disons que les gens gèrent le pays, il n'y a pas de vision. On parlait tantôt des rails. Les Allemands nous ont laissé un patrimoine assez impressionnant et solide. Par exemple, dans la ville de Lomé, les traces des rails allemands, c'est-à-dire que le circuit des rails, voilà le terme que je cherche, le circuit des rails allemands. Si vous décidez de moderniser ce circuit des rails allemands, vous avez le plan de transport. Vous avez des tramways à Lomé. C'est-à-dire que celui qui quitte par exemple ici vers Bekota ici, rond-point Bekota, il rentre dans un tramway. Il passe par le garage central. Il passe par Douma Sissé. Il sort derrière le campus. Il peut aller vers Agbalepedo. Celui qui ne sort pas derrière le campus, il sort vers Ajido Gomé, Atikoumé. Il va jusqu'à Zanguera. Parce que le circuit des rails est là. Il suffit de renouveler les rails. Ce sont les secteurs d'activité. Il suffit de renouveler les rails et de mettre des tramways dessus. On ne parle pas encore de métro parce que nous on n'a pas les moyens, mais de mettre des trains en ville dessus qui peuvent desservir les quartiers les plus éloignés pour permettre aux populations. Et donc vous mettez des gares, des petites gares assez modernes. Vous créez de l'emploi comme ça, et des gares peut-être assez modernes, à l'européenne quoi. Et vous avez l'énergie solaire qui alimente ces gares-là. À Tikoumé, il y a une gare, vers Ajido Gomé, il y a une gare, à Madarou, il y a une gare. Et donc, au bout de tous ces circuits-là, vous avez le train. Et vous formez les gens pour conduire le train. C'est un secteur d'activité, vous créez du boulot. Vous avez les chefs de gare. Et donc, quand vous prenez le même circuit, vous arrivez jusqu'à Gouin. Jusqu'à vers Zongo. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand vous prenez le même circuit vers l'est, vous allez jusqu'à Pougan. Parce que le circuit des rails est toujours là. Après la forêt soir, vous allez jusqu'à Pougan. Donc, vous démocratisez comme ça l'accessibilité des moyens de transport aux gens. Moi, j'ai fait un tour la dernière fois qui m'a très marqué. Et j'ai vu comment est-ce que les Togolais souffrent. Avec un ami, on a pris un véhicule. Pour faire un peu le tour des péages. Pour que vous ayez une idée de la manière dont on a fabriqué les péages pour ceinturer la ville de Lomé. Nous savons très bien que le centre-ville de Lomé aujourd'hui est débordé. Les gens vivent beaucoup plus au-delà de Davier. Les gens sont au-delà de Zanguera. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, quand vous mettez par exemple le péage à Képé, avant c'était à Zanguera, maintenant vous le mettez à Képé. Alors, le gars qui est vraiment... Même celui de Zanguera, on vient de le remettre. Oui, on vient de le remettre. Ça doit être fait aujourd'hui. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'humain. Les gens sont tellement méchants. Donc, le gars qui a sa voiture, qui a construit 2 chambres salon à Képé, vers Mouépé, le gars qui est au-delà de Davier, qui a créé 2 chambres salon, parce que les terrains sont tellement chers à Lomé qu'il n'a pas pu en trouver. Il est à Képé.
Ou bien le gars qui est à dehors, il vient le travailler. Vous mettez les péages à 600. Le monsieur gagne 100 000 francs par mois. Donc, pendant un mois, il paye 30 000 aller-retour. Aller-retour. C'est-à-dire, pendant un mois, quand il fait l'aller-retour, parce que par jour, il paye 1000 francs. Avec sa voiture, il paye 1000 francs. Je ne parle pas de la moto. Il paye 1000 francs pour traverser le péage. Nous sommes à Lomé, on n'est pas hors de Lomé. En fait, nous sommes dans le Grand Lomé, s'il faut parler comme ça. Nous sommes dans le Grand Lomé. Oui, il paye 1000 francs. Et donc, sur son salaire de 100 000, il a 70 000. Il met le carburant dans sa voiture. Je ne sais pas combien ça va lui prendre par mois. Il a le crédit de communication. Il doit manger. Écoutez, il lui reste combien? En toute transparence, il lui reste combien en fait? Alors, pourquoi on peut mettre des péages pour ceinturer la capitale? Les péages, c'est sur des autoroutes, pas sur des routes qui sont juste dans la capitale. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on doit normalement dégager le péage de Akepela, on le met jusqu'à Baga ou bien à Bagné. Donc là, tu sais que c'est en allant sur Palimé que tu paies le péage. Du coup, tous ceux qui vivent à Mouébé jusqu'à Lomé là, ils sont dans le Grand Lomé, ils n'ont pas besoin de payer le péage. On dégage le péage de Davier, on le met à Belouvé. Oui, mais on veut faire le comble. On veut faire pire. On veut mettre maintenant actuellement un péage au niveau d'Abobo. Ça veut dire que dans le Zion, tu payes au moins 3 péages. Tu fais 3 péages avant de sortir du Zion. Mais comment est-ce que... Donc, lorsque nous avons pris la voiture, on a fait le tour, on est allé à Davier, on est revenu, on a payé, on a repris pour aller vers Canfil. Il y a un péage là, on a payé. Quand on est revenu par Mouébé pour revenir à Jidou Gombe, il faut payer à Zanguera. Donc, même pour faire une petite sortie, le week-end, avec ta famille, pour permettre de découvrir ça, tu es au bas mot à 2500 francs le péage. Tout autour de Lomé. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si vous comprenez. Par rapport au coût de la vie et au salaire des fonctionnaires. Maintenant, vous avez plein de dockers qui sont au-delà de Davier, qui doivent utiliser leur vieille moto pour venir au port chaque jour. Ils paient 100 francs à chaque fois qu'ils passent. C'est un docker. Le docker, il est payé peut-être à 55 000. Entre-temps, on a oublié ceux qui sont à vélo. On va bientôt les taxer aussi. Vous voyez eux aussi vont payer. Vous voyez que quand l'État ne règle pas... Il y a un mec qui dit, mais on a même oublié les piétons. Oui. Il faut qu'on veut gruger. Et donc, vous comprenez que tout ça fait partie de la politique de logement dont nous parlons. Parce que qu'est-ce qui amène les gens à aller vivre au-delà du péage? Oui, mais... Qu'est-ce qui amène les gens à aller vivre au-delà jusqu'à Zanguera? C'est la charité des loyers, c'est la charité du terrain, c'est la charité de tout ce que vous imaginez. Donc, qui amène les gens à aller vivre encore plus loin de la ville. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, cette personne, quand elle doit venir travailler à Lomé, elle doit dépenser 30 000 francs par mois pour le péage. Et il met le carburant 20 000, ça va 50 000. S'il a 100 000, il lui reste combien? 50 000. Donc, et quand vous faites ce calcul-là, de ce calcul induit la corruption. Je ne sais pas si vous comprenez. Dès que vous avez ce fonctionnaire qui est dans cet état-là, il doit chercher à combler les 30 000 ailleurs. Les 30 000 officialistes, je te dis, mais quand je faisais le décompte, mais moi j'ai mis même le salaire. Ça veut dire qu'on met le salaire du fonctionnaire moyen, le 4 à 1 à 130 000. 130 000, 135 000. C'est-à-dire les subsides, il s'en sort perdant, il s'en sort déficitaire. Il s'en sort déficitaire parce que derrière un fonctionnaire, c'est toute la famille. C'est un village. Qui est grugé, c'est le village. Oui. C'est comme un ministre avait dit un temps, lors d'une réunion que même quand tu gagnes 10 millions, la misère qui t'entoure fait qu'à un moment donné, tu te demandes si tu es à 100 000 francs le mois. Oui. Le ministre dans le prochain gouvernement l'a sorti. Ouais. On l'a sorti parce que pour sa franchise, son incapacité à tenir la langue de bois, mais on l'a sorti. Alors, aujourd'hui, celui qui va payer le terrain hors de Lomé, il oublie que on l'a grugé quelque part. Il ne prend pas en compte le péage, ce qui fait que les gens utilisent les voies de détour. Or, quand tu utilises les voies de détour, ton véhicule est impacté. En fait, ton engin, que ce soit la moto, etc., c'est impacté. Et ça a même une incidence. Ça a même une incidence sur la scolarisation des enfants. Parce qu'il n'y a pas l'urbanisation qui est il n'y a pas une politique d'urbanisation. C'est-à-dire que dans un pays, vous n'allez pas voir au Ghana, l'électricité, l'eau et l'école avant l'installation des hommes. Attendent l'installation des hommes. Ouais. Les voies, les routes sont tracées avant. Mais ici, c'est que dalle, on n'a rien à foutre. Mais allez vous installer, après on va réfléchir, voir. Et
dans ce méli-mélo, les écoles privées s'installent pour gruger avec des programmes approximatifs. Les écoles privées s'installent pour gruger avec des programmes approximatifs et on fait de la surenchère sur le logement. Donc, il y a un monsieur qui disait que son frère a son terrain hors de Davier, de l'autre côté. Maintenant, il décide de le vendre et pour venir acheter un autre terrain en ville. À Déticopé. De manière à échapper au péage. Parce qu'il n'aura jamais les moyens de payer le péage tout un mois. Et donc ça induit la corruption. Parce que le déficit là, comme on venait de le dire là, le fonctionnaire le trouve où? Quand il est à son service et que quelqu'un vient pour légaliser une pièce, il lui demande un bâtisse. Il le gruge. Quand il doit faire passer un document, il lui demande de l'argent. Et la corruption comment? C'est-à-dire, la corruption vient d'abord par la technique de... C'est-à-dire, on fait traîner le dossier. Oui. On fait traîner le dossier. Carrément. Au lieu de le signer en même temps, on le fait traîner, on tourne en rond. C'est que bon, tu as besoin du papier. Et bien, il faut mettre de l'argent. C'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui au niveau de... Aujourd'hui, ils disent mais que vont informatiser. Enfin, ils vont numériser la délivrance du casier judiciaire. C'est parce qu'on a tellement grugé sur ça et ça crée des problèmes. Au niveau du ministère, parce que celui qui collecte l'argent ne rend pas compte également, et ça crée des problèmes au niveau du tribunal, au niveau du ministère. Au point où on se dit, bon, on va numériser pour voir clair dedans. Mais l'autre secteur, c'est la délivrance du certificat de nationalité. On vous dit un mois, réglementairement, mais c'est 6 mois. Quand tu déposes aujourd'hui, prends 6 mois. Et ça coûte combien ce papier-là qu'on a concédé, un service qu'on a concédé aux Canadiens qui, eux, ils attendent seulement que vous fassiez la demande, le volume, et vous impriment. Et mais ça traîne, vous voyez la directrice du service de nationalité, elle vous dit, mais ça ne dépend pas d'elle, parce que tu sens qu'elle est même dans une mafia qui la dépasse, elle joue sa partition, c'est-à-dire qu'elle entretient ce qui nous vient directement. Donc bon, mais quel que soit ce que tu vas faire, tu montes, tu descends, on ne va pas te trouver la solution parce qu'il n'y a pas de volonté politique d'imposer la célérité. La célérité dans la délivrance de ce document. Alors pour revenir au logis, moi je disais que c'est une mafia. C'est eux qui sont derrière. Ils attendent parce que le coût de logement va augmenter le temps même qu'on prenne ce décret-là. Parce que c'est en étape de projet. Qu'est-ce qui traîne? Un projet qui est là depuis vous avez aligné des ministres de la ville. Des gens qui ont travaillé sur le texte. C'est un peu comme la loi sur l'organisation des activités sportives. Où le projet est là, le texte est là depuis, il suffisait juste de le retoucher, de l'actualiser, parce que derrière ça, il y avait un enjeu. C'est-à-dire qu'on devait créer le fonds, comment on a créé le fonds d'aide à la culture, le fonds d'aide au sport. Et on dit non, il n'y a pas de problème, le fonds va le créer, mais qui va le gérer? Et c'est là où tout a été bloqué. Qui va gérer le fonds? Comment le fonds va être alimenté, le mécanisme a été mis en place, mais qui sera là pour gérer? On a tout verrouillé et c'est la ministre, le commandant qui est venu le faire. On attend de voir jusqu'où ça ira. C'est le même problème au niveau du logement où eux-mêmes ils attendent de gruger. D'abord que ça devienne vraiment cher pour qu'ils tirent leur subside de là-dessus.